Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire mis en place par la MGS pour en finir avec le tabac. Donc, notre mutuelle vous offre la possibilité d'accéder à un programme d'arrêt du tabac efficace, bien entendu, Terra Tabac. Pour cette première conférence de lancement de programme et de présentation, nous accueillerons donc deux intervenants, Laurent Azoulay, directeur général de la MGAS, et Bernard Antoine, médecin addictologue, qui nous parlera du programme Terra Tabac et comment arrêter de fumer sereinement. Alors, je Monsieur ne suis pas Azoulay, médecin, je suis psychologue addict. psychologue, pardon. Monsieur Azoulay, Oui, merci. On va passer rapidement. Bonjour à toutes et à tous, hein. Merci pour l'organisation et les intervenants. Une petite minute voilà, sur la MGS qui organise le sujet, qui est très investi effectivement sur le sujet de la prévention et notamment les addictions et aussi dont fait partie le tabagisme. L'idée, c'était de présenter MGS, donc c'est aujourd'hui une mutuelle essentiellement axée sur la fonction publique d'État. Nous avons à peu près 83 000 personnes protégées. Nous encaissons 63 millions de cotisations pour en rembourser à peu près 47 millions. On a des fonds propres qui s'élèvent à 33 millions. Une garantie de solvabilité, puisque nous sommes agréés par la Banque de France, de 210%, hein, d'un montant qui représente à peu près 17 millions d'euros si on avait un sinistre majeur. Voilà. Le fonds d'action sociale est aussi l'un des points importants de notre institution, notre organisme, pour permettre à des adhérents, pourquoi pas dans le cadre du tabagisme, d'avoir des aides liées à des dépenses de santé qui dépassent, je dirais, le tiers payant ou qui dépassent le 100% santé, pour là aussi aider les adhérents en difficulté. Nous avons une gouvernance qui est aujourd'hui très indépendante, hein, puisque l'MGS est indépendante financièrement et politiquement par le cadre d'un conseil d'administration, 18 administrateurs fonctionnaires, hein, puisque nous sommes une mutuelle de fonctionnaires et 100 salariés, hein, 100 salariés aujourd'hui qui permettent de gérer les prestations, les cotisations, les réclamations, puisqu'il y a aussi des services d'aide à l'adhérent et tout ce que l'on peut imaginer derrière une entreprise classique. Voilà. Alors, moi, je voulais juste, avant de passer la main aux experts et à la dictologue, je voulais faire un peu d'histoire sur le tabac. Alors, le tabac aurait ou a été inventé par James Albert Bonzac, hein, dans les années, né en 1859 et décédé, hélas, d'un cancer des poumons. Donc, pour vous dire, il avait inventé le système pour générer de façon industrielle des cigarettes, hein, pour les mettre en paquet. Il avait réussi à breveter une machine qui permettait de produire 200 cigarettes par minute lors d'un concours, ce qui a permis d'industrialiser la génération de la cigarette à l'époque. Et donc, ce monsieur est décédé d'un cancer du poumon. Donc, voilà l'inventeur qui aujourd'hui est connu sur ce sujet-là. Ce serait Christophe Colomb, hein, qui, en arrivant en Amérique en 1492 de mémoire, aurait aussi découvert le tabac, hein, la substance du tabac, pour ses propriétés qu'on disait à l'époque magiques et médicamenteuses, hein, puisque ça permettait de soulager de douleurs, etc., puisque le tabac était fort à l'époque. Donc, voilà, la découverte s'est faite déjà à la fin des années 1400. Il faut ensuite un peu remonter dans le temps, effectivement, pour se rendre compte que, au fur et à mesure, bah, le tabac, vous l'avez vu, est devenu un sujet important. L'utilisation du tabac s'est faite de plus en plus fort, notamment en temps de guerre. On l'a vu, on donnait des cigarettes aux soldats pour les motiver, pour un peu anesthésier. Donc ça avait un effet aussi un peu euphorique du tabac qui était aussi très très fort. Il n'y a pas que le tabac, il y a ce qu'on appelle le prisé, hein. C'est quelques pourcents de la population, on va dire, de consommateurs de tabac, mais des gens prisent, c'est-à-dire qui vont humer sur le nez du tabac froid. Mais c'est tout aussi dangereux que le tabac qui contient, je crois, plusieurs milliers de substances toxiques, hein, pour fabriquer le tabac en question. Alors, sur les prix, on s'est rendu compte que, évidemment, en augmentant le prix du paquet, hein, il y a eu une hausse de plus de 50%, hein. Il est passé de 2010 à 2022 de 5,70 € le paquet de tabac en France
à 15 euros, à 10,15 €. Donc vous voyez, cette augmentation de plus de 50% a joué évidemment sur la chute de la consommation, puisque c'est un effet dissuasif, avec une moyenne d'un paquet à 10,60 €. C'est quand même assez dissuasif pour éviter de trop consommer de paquets, mais hélas, ce n'est pas suffisant. Alors, comme je le disais, effectivement, le tabac, c'est un Nicotiana tabacum. Donc, c'est un mélange d'alcaloïdes. Peut-être que notre expert viendra le préciser. C'est effectivement une plante qui comporte 4000 composants chimiques, hein, dont 250 qui seraient dangereux. Donc voilà à peu près sur le côté un peu histoire. Alors les lois en France se sont durcies à partir de 1976, hein. Il y a eu la loi Veil, hein, sur la première loi contre le tabagisme. On y trouvait essentiellement une interdiction de publicité, hein, sur des supports qui étaient à l'époque, je pense que vous en rappelez ou vous retrouverez des photos, que le tabac était pleinement, je dirais, assumé. Donc la loi Veil en 1976 a commencé un peu à réduire une interdiction de mettre des panneaux dans des bâtiments publics, dans les écoles, etc. Et puis surtout de commencer à mettre des messages sanitaires du type abus dangereux, hein, en bas des publicités. Alors, de 1976 à 2003, il y a eu une dizaine, je dirais, de promulgations de lois. J'ai compté 77, 1991, on va y revenir sur cette année-là, 92 jusqu'en 2005. En 2003, j'ai noté qu'il y avait l'avertissement général fumée tue. Hein, vous savez, sur les paquets de cigarettes avec la photo qui choque. Ça date de la loi de 2003, hein, où fumer nuit gravement à votre santé. Alors, il faut revenir en 1991, vous le savez, on a tous travaillé, si on est de cette génération-là, dans des bureaux de fumeurs. Moi, je travaillais à l'époque, j'étais le seul non-fumeur. Je sortais comme si j'avais fumé. Les gens chez moi me disaient, mais Laurent, tu as fumé? Ben non, j'étais un fumeur passif. Et donc, effectivement, en 1991, le ministre, M. Evin, a promulgué donc, une loi qui était encore plus exigeante, je dirais, vis-à-vis des fumeurs, qui a interdit la cigarette dans les lieux publics, notamment bah, le travail, comme vous le savez. Alors, ça a une importance forte, puisque ça a permis aussi de faire chuter la cigarette je dirais, dans les espaces fermés, et que une étude, effectivement, que j'avais notée pour finir du journal La Croix en mai 2023 avait donné les différentes étapes et les pays pour lesquels l'interdiction du tabac est de plus en plus forte. Alors, je l'ai expliqué en France. En Espagne, la cigarette est interdite dans les lieux publics, dans de nombreux lieux publics. Ça a été élargi récemment, une interdiction dans les plages et les terrasses, donc comme quoi aussi l'Europe s'y met. L'Italie y réfléchit. En Allemagne, les restrictions varient selon les Länder, hein, donc les États fédéraux, mais c'est une jurisprudence où il est interdit de fumer dans les lieux publics. Alors, la Suède serait le pays le plus en pointe, entre guillemets, sur la lutte contre le tabac. Il y a une loi extrêmement stricte qui interdit la consommation de tabac dans les lieux publics et même en extérieur, notamment la cigarette et les vapoteuses, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous n'avons pas de retour d'expérience sur ces dispositifs qui viennent aider les fumeurs, mais on ne sait pas comment ça va donner. En Asie, ils sont aussi assez drastiques. Le Japon, hein, la consommation de tabac est complètement interdite, y compris dans certains endroits non clos, c'est-à-dire en plein air. Donc ça, c'est aussi important. L'Australie serait le pays le plus restrictif en matière de lutte contre le tabagisme, puisqu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, sauf dans la rue. Donc pour vous dire que là aussi, les Australiens ont compris la mesure. En Amérique et en Afrique, la législation est assez changeante, mais globalement, elle laisse un peu de latitude aux fumeurs quelque part. Alors, il y a eu un dernier élément que j'avais noté, c'est la Cour des comptes, hein, qui avait rempli un rapport, hein, rédigé un rapport sur les politiques de lutte contre le tabagisme qui date de décembre 2022, 2012, pardon, mais qui donne encore plus de sens aujourd'hui, avec 7 constats qui, à mon avis, sont toujours d'actualité. Le premier, bah, évidemment, c'est une certaine méconnaissance par l'opinion au sens large des risques de la santé. On a l'impression que ça s'est banalisé
par ces messages que je vous évoquais tout à l'heure. Le deuxième, c'est que peut-être il n'y a pas assez d'action des services publics ou que c'est parfois de façon, c'est pas continu. Et donc, ça, dès qu'on baisse la garde, évidemment, peut-être que le tabagisme remonte. Le troisième point que la Cour des comptes avait relevé, c'est qu'il n'y a pas vraiment un plan, une stratégie de prévention à l'école. Et vous le savez, c'est à l'école qu'on apprend beaucoup de choses et les bons réflexes. Vous le savez, par exemple, sur le code de la route, on fait, on les sensibilise les enfants sur les dangers de la route. Eh ben, peut-être que on ne sensibilise pas du tout sur les dangers du tabac. Le quatrième, bah, évidemment, c'est un peu la timidité des dispositifs, qu'on peut désigner en tant que tel, sur le sevrage. Peut-être qu'on n'est pas assez incisif sur cette notion-là et que la dépendance, quelque part, est toujours aussi forte. Et que le cinquième constat, c'est sur ce que je disais, sur l'exigence de la continuité de la politique en matière de prix de fiscalité. Vous le savez, l'État taxe les paquets de cigarettes, j'ai pas en mémoire, mais d'une taxe importante. Et donc, réduire la consommation par la prévention, c'est réduire l'apport en fiscalité pour l'État. Donc, l'État est tiraillé entre son apport et la prévention. Ça ne veut pas dire qu'il favorise le côté profit, mais les lois, finalement, essayent de ménager l'un et l'autre pour ne pas aussi avoir contre soi, contre l'État, les puissantes industries du tabac, comme vous le savez, les lobbies, qui aujourd'hui ont trouvé toutes les parades aux interdictions d'afficher ou aux contraintes d'affiches. Le sixième, la collecte de données, les statistiques. Moi, j'avais vu que c'est vrai que des fois, les statistiques ne sont pas forcément uniformes et importantes, et donc ça ne concourt pas à avoir des analyses et des plans d'action. Et puis le dernier constat qui avait été donné par la Cour des comptes, ben, c'est ce qu'on appelle le regain de la prévalence tabagique en France depuis 2005. Les cigarettes ont connu un fort recul en 91 par la loi E20. Ça a baissé de moitié, mais elles se sont stabilisées. Il n'y a pas eu une baisse continue. Donc forcément, c'est un danger que l'on a. Voilà. On n'a pas de retour d'expérience sur les cigarettes électroniques. Donc ça, on ne sait pas ce que ça peut donner dans le temps. Et puis, il faut, encore une fois, peut-être travailler sur le côté pédagogique. Et nous, on a des missions côté mutuel, pédagogique vis-à-vis de l'adhérent pour l'aider quelque part, au-delà des aides qu'on pourrait apporter en prévention. C'est vraiment quels sont les messages à apporter pour les encourager à arrêter de fumer ou au moins de réduire de façon importante. Voilà, je me suis un peu étendu sur l'histoire et les statistiques, mais je pense que ça valait quand même la peine de le faire. Et puis maintenant, je laisse l'expert ou les experts pardon, sur le sujet s'exprimer. Vous verrez, c'est très intéressant. Et bien sûr, l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours. Merci en tout cas, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Laurent, Laurent Azoulay, que je ne connais pas, mais je viens de, de vous entendre. Alors, j'en profite pour faire un peu de pub. Je viens de terminer un livre qui est commercialisé depuis une semaine qui s'appelle J'arrête de fumer et de vapoter aux éditions First, qui sont les éditions, la collection pour les nuls. J'arrête de fumer et de vapoter pour les nuls. Et il y a tout, si ça vous intéresse, pour l'historique du tabac, vous avez un petit peu, dont vous avez un peu parlé, et puis bien entendu, tout ce qui concerne les chiffres, les méthodes de prévention, etc. Ce qu'il faut retenir, ce que je dirais malheureusement, c'est pas pour donner de mauvaises nouvelles, mais c'est que nous sommes un assez mauvais élève, et en Europe et dans le monde, sur toutes les addictions, et en particulier le tabac. On continue à avoir à peu près un quart de la population fumeur. On a 25% de fumeurs. Ce qui est absolument énorme si on compare avec nos voisins européens qui sont pratiquement à la moitié. Et effectivement, c'est vrai, des pays qui commencent à songer à l'interdiction du tabac, il serait temps, mais enfin c'est un peu tard, quand on voit un petit peu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une entreprise qui s'appelait la CEITA et qui représentait et qui distribuait le tabac. Alors, c'était juste une petite introduction. Je suis ravi, merci à tous et à toutes de venir à cette petite, ce webinar qui j'espère vous sera utile. Euh, je suis tabacologue et addictologue et avant tout un ex-fumeur. Je ne serais pas devant vous si j'avais pas été dans cette dépendance pendant plus de 30 ans de ma vie. J'ai commencé à fumer très très jeune et j'ai arrêté de fumer à l'âge de 40 ans et puis je me suis spécialisé
à l'arrêt du tabac. Et c'est vrai que j'aurais aimé entendre quelqu'un comme moi parler des fumeurs parce que à l'époque, j'aurais tellement besoin qu'on me donne des conseils. Alors, il y a pas beaucoup de fumeurs, franchement, qui ignorent les dangers du tabac, hein. Donc, je vais vous éviter de vous rappeler les dangers du tabac parce que je pense vraiment que ça n'a aucun intérêt. Tout le monde sait que bah, le tabac, ça tue, ça donne des cancers et pas que. Donc, on va plutôt se concentrer sur les solutions. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à tous les gens qui m'écoutent et qui seraient fumeurs, qu'il y a moyen de sortir de cette addiction relativement facilement, même s'il faut reconnaître qu'il n'y a pas de méthode magique. Enfin, s'il y avait une méthode magique, ça se saurait. S'il y avait un médicament magique, ça se saurait. C'est une addiction, le tabac, donc c'est une pathologie et qui est majoritairement comportementale et psychologique. Donc il n'y a pas de médicament. La dépendance à la nicotine, c'est pas fondamentalement le problème. Il y a effectivement un produit, c'est un produit qui rend dépendant, mais il n'y a pas que la dépendance chimique dans le tabac. C'est assez complexe. Et ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, avant de présenter Terra Tabac, donc je laisserai la main à Anne-Dominique tout à l'heure qui présentera le programme, mais je suis bien obligé de parler maintenant du fond du problème, c'est l'addiction au tabac. Donc, quand on est fumeur, j'ai pour habitude hein, de dire que le fumeur n'est pas débile, ni quelqu'un qui manque de volonté. C'est quelqu'un qui est tombé dans un piège et qui aimerait en sortir le mieux possible. Donc voilà, je suis devenu un expert sur l'aide à l'arrêt du tabac. Ça fait une quinzaine d'années que je me suis passionné pour cette addiction je suis ravi de vous en parler un peu plus précisément aujourd'hui. Alors avant de commencer, on m'a posé une question l'autre jour, c'est comment on fait pour arrêter de fumer? La première chose à faire quand on est fumeur, c'est de comprendre pourquoi on fume. Alors, je vais essayer de répondre à cette question en commençant par le commencement. C'est déjà de comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'addiction. Donc, quand on parle d'addiction, encore une fois, on ne parle pas d'un être débile qui manque de volonté et puis qui, en fait, devrait faire un peu d'effort. On parle d'une maladie. On parle d'une pathologie qui est une pathologie dite de préférence de choix. Désolé pour ces termes un peu techniques, mais disons que c'est une pathologie qui fait que la personne qui consomme, elle n'a pas le choix, elle est obligée de le faire. Donc une addiction, c'est une incapacité de pouvoir choisir, même si on connaît les conséquences de ses actes. C'est en ça l'addiction. Alors, bien entendu, le tabac, il concerne tout le monde pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un produit légal, c'est un produit licite, c'est un produit qui est la première cause de mortalité évitable et qui effectivement tue, ça c'est une chose, mais surtout qui rend dépendant la personne qui fument. Alors, je préfère le dire avant de commencer cette présentation, vous aurez toujours des fumeurs qui vous disent qu'ils ne sont pas dépendants et qui fument une fois de temps en temps quand ils le veulent. Ça existe, c'est vrai, mais il se trouve que ce n'est pas la majorité des fumeurs. La plupart des fumeurs sont obligés de fumer tous les jours et sont addicts au tabac. C'est très difficile de consommer ce produit avec modération. C'est pas comme l'alcool, hein. On parle d'un produit qui est vraiment une dépendance pure, très forte mais qui a la particularité aussi de ne pas modifier la conscience. En clair, quand vous fumez, ça ne vous fait pas faire des choses que vous n'auriez pas décidé de faire, comme l'alcool ou d'autres drogues. C'est un produit qui vous oblige à mettre dans votre bouche un petit rouleau de papier, même si vous n'avez pas décidé de le faire. Donc, ça s'appelle une addiction. Et effectivement, c'est un processus assez complexe, l'addiction, je vais vous en parler. Alors, ça peut procurer du plaisir, mais enfin, le plaisir dans le tabac, il est très subjectif parce que quand vous demandez à un fumeur de vous décrire le plaisir de fumer, il a du mal, hein. On a rarement vu un sommelier parler enfin, on a rarement vu quelqu'un parler du tabac comme un sommelier pourrait parler d'un vin, hein. Même si le fumeur vous expliquera que quand il fume sa cigarette, il éprouve du plaisir, c'est surtout qu'il arrête d'être en manque au moment où il la fume, quoi. Donc c'est assez court comme plaisir il est obligé de le faire, donc caractérisé par l'échec répété de son contrôle. Et puis même si vous dites à un fumeur, tu sais, fumais-tu? Eh ben, il vous regardera, d'abord ça l'énervera, il vous le dira pas, mais ça l'énervera, il le sait, mais ça ne l'aidera pas. Donc expliquer à un fumeur que c'est pas bon de fumer, c'est pas forcément la meilleure façon de l'aider. En revanche, lui proposer comment on fait pour en sortir et lui dire, tu sais, si tu fumes, eh ben, il y a moyen d'en sortir, eh ben, ça lui fait plaisir. Et c'est vrai. Et il y a moyen d'en sortir, mais il faut bien s'y prendre. C'est-à-dire l'objectif, c'est pas de pas fumer, hein, c'est d'être plus heureux sans fumer qu'en fumant, hein. C'est ça l'objectif. C'est d'être un ex-fumeur heureux.
Donc le terme d'addiction, bah, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui pour définir une obligation de devoir faire quelque chose. C'est la situation dans laquelle le désir se transforme en besoin. Alors, il y a plein de produits qui peuvent générer des addictions, mais c'est vrai que le tabac, il est en tête de liste, hein. Il est en tête de liste et il modifie pas la conscience, ce qui est quand même incroyable. Il n'est pas tellement neurotoxique. Il tue, mais il fait pas dysfonctionner la personne qui le consomme. C'est assez spécial comme addiction, parce qu'en général, vous voyez, des autres produits hein, que je cite, l'alcool, cannabis, cocaïne, en général, ces produits-là, ils modifient très fortement la conscience. Et même et même quand il n'y a pas forcément de produit, il peut y avoir des modifications neurologiques, hein. La personne qui joue au jeu, je peux vous assurer que même si elle n'ingère pas un produit, elle génère dans son cerveau, elle va sécréter des protéines, enfin des endorphines dans son cerveau qui vont profondément modifier la manière dont elle peut agir. Et même s'il n'y a pas de produit, vous voyez. Euh, c'est quoi l'addiction? Bah, vous l'avez peut-être compris, l'addiction, c'est la situation dans laquelle la personne va chercher que à se faire plaisir, qu'à générer du plaisir. Et en fait, j'ai utilisé le feu tricolore pour vous expliquer que dans le cerveau de quelqu'un qui est addict, il n'y a que du feu vert, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de possibilité d'arrêter. En fait, c'est l'impossibilité de stopper. C'est ça l'addiction. Un fumeur, il vous dit souvent, j'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas. Ou j'ai envie d'arrêter, mais j'aime ça et j'y arrive pas. Donc, c'est la situation dans laquelle il y a que du feu vert, c'est la situation dans laquelle, alors ça, je reprends un acronyme de mon collègue Laurent Carilla, c'est quand vous avez les 5 C qui sont réunis, hein, perte de contrôle. Je vous les décris, hein. Si vous avez les 5 C dans un comportement, pendant plus d'un an, même si vous ne consommez pas tous les jours, vous avez une addiction qui s'est installée. On peut faire le diagnostic d'une addiction en partant de ces 5 C. Donc c'est un acronyme. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, alors le craving, c'est un mot anglais qui veut dire des manques, hein. Quand on a des manques, c'est-à-dire quand on ne consomme pas et qu'on a des manques, le fumeur, il sait de quoi il s'agit, hein. Quand vous le mettez au bout de plus de 2 heures, il commence à ressentir des manques, hein. Demandez à tous les gens à tous les fumeurs qui n'ont pas décidé d'arrêter de fumer, qui prennent un avion, je peux vous dire que sur un long trajet, le craving, il commence à arriver au bout de 4 5 heures et il les lâche pas, hein. Alors il fume, ça va mieux. Et là, le fumeur, il vous dit, c'est vachement sympa de fumer parce que quand je viens de fumer, je suis mieux. Bah oui, mais c'est tout simplement parce que tu viens d'arrêter d'être en manque. La compulsion, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de le faire même si j'ai pas envie de le faire. Quand vous allez dans un aéroport et que vous voyez tous les fumeurs qui sont en train qui sont obligés de se mettre dans des fumoirs horribles, mais qu'ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire, vous comprenez ce que ça veut dire plus fort que moi. C'est continu, ça veut dire que un usage bah, tous les jours et plusieurs fois par jour. Et puis, même s'il y a des conséquences, le fumeur continue à fumer. Vous avez beau lui dire que c'est pas bon, il le sait et ça ne l'aide pas. Donc voilà les 5 C de l'addiction. Si vous avez les 5 C pendant plus d'un an, c'est que vous êtes addict. Voilà, grosso modo, ça vous donne au moins un repère, parce qu'il faut arrêter aussi avec, vous savez, ce mot addiction, il est mis à toutes les sauces, hein. Je suis addict au chocolat, je suis addict, bah non, le chocolat, on n'a jamais vu quelqu'un à 2 heures du matin errer dans les rues pour aller chercher du chocolat. Je peux vous dire qu'à 11 heures du soir, quand un fumeur il n'a pas de cigarette, il est capable de faire tous les bureaux tabac de Paris pour en trouver. Pas 11 heures, il en trouvera. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre que la plupart des fumeurs, ils veulent arrêter de fumer. Euh, et quand on leur dit, bah, c'est pas bon, puis c'est surtout une question de volonté, c'est vrai que ça les aide pas non plus. Donc l'arrêt du tabac n'est pas une question de volonté, c'est avant tout une question de motivation. Et puis c'est aussi une dépendance dans laquelle s'est inséré beaucoup de pensées fausses, beaucoup de pensées erronées. Et c'est aussi une addiction dans laquelle il y a une énorme dépendance comportementale. Alors, je fais la différence entre effectivement une addiction, qui est plutôt un mot qui a une connotation neurobiologique. Souvent, on me demande c'est quoi la différence entre une addiction et une dépendance. La dépendance, on va dire que c'est un peu moins fort. Je peux être dépendant, je peux avoir une certaine dépendance à manger du chocolat, mais je ne serai jamais addict au chocolat, vous voyez.
Alors, pourquoi un fumeur est obligé de fumer? Bah parce qu'effectivement, il a une dépendance chimique. Alors, j'ai mis à la nicotine. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que un fumeur, il n'est pas dépendant que la nicotine. Mais je peux pas non plus euh, être trop prolixe là-dessus. Il y a tout un tas de produits chimiques dans le tabac. Notamment des antidépresseurs, qui font que le fumeur, il a une dépendance chimique, mais qui ne s'explique pas uniquement par la dépendance à la nicotine. C'est pour ça que prendre des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer, ça va vous aider 2, 3 jours, mais ce ne sera pas tellement utile sur le long terme, même s'il y a des gens qui disent que ça les a aidés à arrêter de fumer, tant mieux. Mais surtout, la dépendance au tabac, c'est une dépendance qui est très liée à des automatismes. C'est pour ça que je vais vous parler de Pavlov et à tout un tas de pensées et de pensées fausses. Donc, c'est une dépendance qui est très majoritairement comportementale, c'est ce que j'appelle les automatismes et les pensées. C'est pour ça que pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, le mieux, et c'est le cas du programme Terra Tabac, bah, c'est d'avoir une démarche qui soit à la fois comportementale et cognitive. Comportementale et cognitive. Donc comportementale sur les automatismes et cognitive sur les pensées entretenues et les paradoxes. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle les TCC. Et c'est l'objet de Terra Tabac, qui est le programme de ma méthode basé sur les thérapies cognitivo-comportementales pour arrêter de fumer. Il s'agit d'une méthode qui peut s'adresser à tous les fumeurs et tous les fumeurs que vous soyez. Alors, cette idée de petit, de moyen, de gros fumeurs, voilà, je vous propose vraiment de dépasser ça. Il n'y a pas de petits, de moyens ou de gros fumeurs. Il y a des gens qui fument plus que d'autres, c'est vrai. Mais enfin, ceux qui fument pas beaucoup sont quand même des fumeurs. Et le risque qui est lié de contracter une maladie liée au tabac, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas tellement liée, elle n'est pas tellement dose dépendante, elle n'est pas tellement liée au nombre de cigarettes que vous fumez, mais elle est surtout liée à la durée de l'exposition. Hein, en clair, plus vous fumez depuis longtemps, plus vous avez un risque de contracter une maladie. Il vaut mieux avoir fumé beaucoup de cigarettes peu de temps que très peu pendant longtemps, en fait. Vous avez des fumeurs qui vous disent qu'ils sont tout contents d'eux parce qu'au lieu d'avoir fumé 5 cigarettes, enfin, d'en fumer 10, ils en fument 5 et ils pensent réduire le risque par deux, mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. Si vous fumez 20 cigarettes plutôt que 10, effectivement, vous multipliez le risque par deux, mais si vous fumez 20 ans plutôt que 10 ans, vous multipliez le risque à la puissance 23. Donc, vous voyez, le temps, plus tôt vous arrêtez de fumer, enfin, mieux c'est. Donc, il s'agit d'une méthode qui est progressive, participative et personnalisée. Et puis surtout, on peut y arriver sans trop de mal. C'est-à-dire, on peut arriver à arrêter de fumer sans se faire trop mal et sans. On connaît tous autour de soi des fumeurs qui ont essayé d'arrêter. Et puis vraiment, ça a été super dur, quoi. Et ça peut être super dur, hein. Si on s'y prend mal, voilà. Mais nous, on va bien s'y prendre. Avec Terra Tabac, on va s'y prendre avec une méthode qui est une méthode progressive, participative et personnalisée, sans médicaments. Alors, pour ce qui concerne les... Moi, je ne suis pas contre les substituts nicotiniques. Alors, je suis contre les médicaments, ça c'est sûr. Il y en a deux qui ont montré leur dangerosité, c'est le Ziban et le Champix, mais maintenant, ils sont pratiquement plus proposés. Et les substituts nicotiniques, moi, je dis à mes patients, hein, si vous voulez en prendre et que ça vous rassure, il n'y a pas de problème. Mais en prenant, il faut savoir pas trop en attendre. Hein. C'est pas parce que vous prenez des substituts nicotiniques que vous allez ne plus avoir envie de fumer. Si c'était le cas, il y aurait que des substituts nicotiniques à proposer aux fumeurs et je serais pas en train de vous parler. Donc, il y a pas, enfin, franchement, il y a plein de gens. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai jamais donné une goutte de nicotine à aucun de mes patients. Et sur la base des programmes que je fais en entreprise, j'ai plus de la moitié des personnes qui ne fument plus. Donc, il n'y a pas besoin de nicotine pour arrêter de fumer et il n'y a pas besoin de médicaments. Vous pouvez le faire. Tout se passe en vous et tout se passe avec une bonne préparation. Il faut prendre son élan, un peu comme un exercice sportif, puisqu'il faut désapprendre des automatismes. Il faut joindre l'envie à la volonté. Alors, quand je dis l'envie à la volonté, je parle de motivation quand je parle d'envie. Hein. J'ai envie, il faut que j'arrête de fumer. En général, c'est assez dur hein, comme paradigme. Hein. J'ai envie d'arrêter pour être libre et aller mieux. Franchement, c'est pas la même façon de prendre le projet. Et l'état d'esprit dans lequel vous faites cette démarche, elle est fondamentale. Donc, la méthode Terra Tabac, elle va dans ce sens-là. C'est une méthode qui va beaucoup plus s'attacher aux motivations qu'aux raisons. Parce que des raisons d'arrêter de fumer, vous en aurez toujours beaucoup. Et les motivations, moi, j'en vois pas 36 000 des motivations. J'en vois deux essentielles. La première, c'est de devenir libre, de plus être obligé de faire quelque chose qui sert à rien.
Et le deuxième, c'est surtout d'aller mieux, parce que le fumeur, il ne sait pas, mais quand il sera non-fumeur, eh bien, il ira beaucoup mieux. Je viens de faire une erreur, là, je viens d'employer un terme, j'ai dit non-fumeur, je suis désolé, normalement, je ne fais pas cette erreur-là. Je ne dis pas non-fumeur, je dis ex-fumeur, hein. Alors pourquoi? Bah parce qu'un fumeur ne devient jamais non-fumeur, dans le sens où s'il reprend une cigarette, ça peut réenclencher l'envie de fumer, donc je préfère parler d'ex-fumeur. Donc il s'agit de devenir un ex-fumeur heureux et non frustré. Voilà. Donc ça, c'est fondamental dans tout ce que vous faites dans la vie, hein, toutes les décisions que vous prenez. Faut quand même pouvoir faire mûrir cette décision, puis l'appuyer sur quelque chose qui fera que vraiment vous aurez des raisons de tenir cette résolution, et puis se préparer, comment, ça on va le voir. Alors déjà, c'est important de comprendre que quand on est fumeur, on est dans un mécanisme très pavlovien. Pavlov, c'est un physiologiste russe qui a démontré les théories de l'apprentissage en donnant de la viande à un chien et en faisant sonner une cloche avant de lui donner sa viande. Et il s'est rendu compte très rapidement que dès qu'il fait sonner la cloche, le chien se met à saliver, même s'il n'a pas faim, parce qu'en fait, il a été conditionné. Et donc, en fait, un fumeur, c'est un peu pareil. À chaque fois qu'il fume, alors il a peut-être une demande chimique de le faire, mais il a souvent une situation qui l'amène à le faire, un comportement qui l'amène à le faire, hein. Il le fait parce qu'il prend son café, parce que le téléphone sonne, parce qu'il est content, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il est frustré, il attend le bus, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un tas de situations, et devenir non-fumeur, c'est réapprendre à vivre sans tabac. Et donc, il y a une question d'apprentissage et de réapprentissage qui est très importante. C'est pour ça que dans le programme Terra Tabac, eh bien, il s'agit de se préparer à apprendre, à désapprendre. Ça peut vous paraître un petit peu tordu comme truc. On va dire à désapprendre à défumer, à désapprendre à fumer, à réapprendre à vivre sans tabac. Donc, il y a quelque chose de très pavlovien, de très comportemental dans le tabac. C'est pour ça que je parle souvent des cloches, comme les cloches du chien de Pavlov, réapprendre à vivre et à éteindre les cloches. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 20 fois, quand un fumeur réapprend à ne pas fumer une vingtaine de fois dans toutes les situations qui l'appelaient à le faire, et ben, au bout d'un moment, il n'y pense plus. Et c'est comme ça qu'on trouve son chemin de Damas et qu'on devient un ex-fumeur. Donc, arrêter de fumer, c'est pas si simple parce qu'il suffit pas de jeter sa dernière cigarette, hein. J'entendais Monsieur Laurent Azoulay parler de sevrage. Bah oui, le sevrage, c'est quand vous arrêtez, mais c'est pas le plus important. Le travail commence à partir du moment où vous êtes sevré. C'est de réapprendre. C'est pour ça que c'est assez long, l'arrêt du tabac. C'est pour ça qu'il n'y a pas de médicament magique pour le faire. Par contre, il y a des démarches qui sont bien. C'est celle qu'on est en train de vous proposer, je le pense et je le crois. Donc, alors il y a des choses à savoir quand même dans le tabac, hein. Il y a déjà un truc, une erreur à pas faire, c'est de penser qu'on pourrait arrêter de fumer progressivement. Ça ne fonctionne pas. C'est une réaction en chaîne biologique et chimique. Alors ça se passe dans le cerveau. Donc, quand vous arrêtez de fumer, il faut le déterminer avec une date. Et puis l'arrêt est forcément brutal. Vous ne pourrez pas arrêter progressivement. C'est pas comme l'alcool, hein. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne devient pas non-fumeur, mais ex-fumeur. Alors ça, c'est important parce que quelqu'un qui ne fume plus, euh, bah, s'il reprend une cigarette, même 5 ans ou 10 ans après, il peut retomber dedans, hein. J'ai des patients qui se font prendre souvent et qui arrivent chez moi, qui me disent, mais je comprends pas, j'avais arrêté de fumer, j'ai repris une cigarette comme ça pour voir. Bah oui, mais si vous reprenez une cigarette pour voir, bah, vous remettez l'électricité dans le cerveau. Ça se passe dans le cerveau, ça se passe dans le circuit de la récompense et vous réenclenchez des neurotransmetteurs biologiques qui réenclenchent l'envie de fumer, il faut le savoir. Donc, quand on décide d'arrêter de fumer, le projet, c'est pas que d'arrêter de fumer, c'est surtout de ne pas reprendre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le programme Terra Tabac? Eh ben, effectivement, on va repérer les cloches pavloviennes, on va se préparer, on va trouver des stratégies, on va comprendre les déclencheurs, trouver des stratégies, et puis réapprendre à ne pas, effectivement. Donc c'est comme, enfin moi j'aime, en ayant conçu ce programme, je l'ai conçu un peu comme un jeu. Moi j'aime, je sais pas pour vous, je sais pas si vous aimez les jeux, mais en tout cas, il y a faire entrer le ludique là-dedans, c'est pas mal, et c'est pas parce que vous arrêtez de fumer que ça va être triste et une horreur, hein. Il faut le prendre comme un jeu, voilà, il faut prendre son élan et puis réapprendre à vivre. Il y a quand même quelque chose qu'il faut toujours se souvenir, c'est que enfin tous les fumeurs qui m'écoutent le savent, et même ceux qui fument pas, c'est quand vous êtes né, vous fumiez pas, hein. Donc il faut réapprendre à vivre sans tabac, mais à l'origine, ne pas fumer, c'est inné. Ça a l'air d'une évidence ce que je vous dis, mais c'est important, hein, à s'en souvenir. Donc cette idée il y a une idée qui est très très ancrée, c'est l'idée si tu arrêtes de fumer, ça va être très dur.
Moi, j'ai entendu ça pendant des années, des années. Alors aujourd'hui, je forme les médecins à la fac. Parfois, je les tense un peu quand ils disent à leurs patients, ah oui, oui, il faut arrêter de fumer. C'est des terminologies, en fait, qui, en tant que fumeur, franchement, c'est insupportable, quoi. On le sait. Et donc, le côté volonté est vraiment une bêtise. C'est pas une question de volonté, c'est une question de désir, c'est une question d'envie. Je suis désolé, mais l'envie, c'est quand même le moteur de tout, hein. Le désir, c'est quand même enfin, il me semble, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est le carburant de l'action. Donc, si vous vous dites, il faut que j'arrête de fumer, déjà, vous êtes mal barré, hein. Donc, j'ai envie d'arrêter pour être libre. Donc, vous voyez, il y a, tout- il y a tout un état d'esprit. Et cette méthode, elle va sur ces terrains-là. Elle va sur un terrain et psychologique et comportemental, au niveau conscient, inconscient, affectif, et puis aussi s'adresser au fameux cerveau automatique qui vous fait faire des choses que vous n'avez pas forcément décidé de faire. Mais c'est lui le patron, dans le cas du tabac. Donc, alors on a des très très bons résultats avec cette méthode, puisque moi en entreprise, j'obtenais plus de 50% de personnes qui fumaient plus à plus d'un an. Euh, c'est quand même pas mal. Alors quand vous comparez avec des substituts nicotiniques utilisés seuls, on est entre 15 et 19%, hein. Donc on est quand même très loin du compte quand on utilise uniquement une méthode basée sur de la chimie. Alors il y a des gens qui y arrivent même tout seuls, hein. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Il n'y a pas besoin d'être hospitalisé pour pouvoir sortir du tabac. C'est pas comme l'alcool ou les drogues, hein. On peut y arriver tout seul, mais ce qui est important, c'est de bien y arriver et de ne pas reprendre. Et puis aussi de ne pas prendre 20 kilos, de ne pas être infernal, de pas avoir une humeur exécrable et surtout d'être habité par la conviction qu'on abandonne quelque chose qui sert à rien. Donc, on fait le sacrifice de rien, en fait, hein. Donc, il y a tout un état d'esprit pour être préparé dans sa tête et dans son comportement. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop, trop long. Maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Dominique qui va parler du contenu et la présentation du programme Terra Tabac en tant que tel. Merci. Alors, donc, on va passer à la slide suivante. Donc, effectivement, ce programme donc, a été élaboré par Bernard Antoine selon les principes qu'il vient de vous expliquer. Et l'intérêt du programme, finalement, c'est d'avoir cet accompagnement et ce soutien quotidien, parce que bon, une fois qu'on a compris les principes, ce qui est important aussi dans l'arrêt du tabac, c'est de se sentir accompagné et de pouvoir avoir en fait ce renforcement motivationnel, également les conseils et une approche progressive finalement pour se sentir confiant à arrêter de fumer et surtout à ne pas reprendre. Donc, ce programme est un programme de thérapie comportementale et cognitive. Bon, les quelques principes en ont été exposés par Bernard Antoine. Ce qui est important de dire, c'est que ces thérapies comportementales et cognitives sont une des rares approches dont l'efficacité est validée dans l'arrêt du tabac. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecines alternatives, l'acupuncture, l'hypnose, enfin différents types d'approches. Les TCC, ce qui les distingue, c'est les essais cliniques qui ont été faits et qui ont prouvé son efficacité. Et donc, notamment, une méta-analyse de Cochrane a montré qu'il y avait 50% de gains d'efficacité dans les chances d'arrêt et de ne pas reprendre derrière aussi le fait de fumer grâce aux thérapies comportementales et cognitives. Donc, c'est vraiment une approche validée cliniquement et c'est important de le souligner puisque ça garantit aussi un certain sérieux et puis un certain voilà, objectif dans le fait d'aboutir réellement sur cet arrêt. On travaille nous aussi avec des coachs psychologues donc qui ont été et qui sont aussi donc addictologues et c'est important aussi dans l'accompagnement puisque c'est des personnes qui vont vraiment comprendre votre situation et pouvoir travailler sur tout le volet psychologique qui est important aussi dans les TCC. Donc, ces TCC, elles vont travailler, comme on l'indiquait, sur le comportemental, puisqu'il y a une grande part de l'addiction qui est comportementale. Elles vont travailler aussi sur le volet psychologique qui est extrêmement important. Et puis bon, l'addiction aux produits, comme l'a dit Bernard Antoine, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à surmonter. Donc c'est une étape qui va être expliquée, mais c'est surtout sur les autres volets que les TCC vont pouvoir amener vraiment un plus par rapport à d'autres approches comme par exemple les patchs ou autres. Alors, donc, si on reprend en fait le programme, ce programme va être structuré en 3 phases. Il y a une première phase de préparation à l'arrêt. Donc, cette phase de préparation à l'arrêt, elle est assez fondamentale parce que c'est elle
qui va vous permettre vraiment de modifier un peu votre mindset au niveau psychologique et également d'avoir des premières actions comportementales qui vont vous prouver que vous pouvez arriver à arrêter de fumer. Donc cette phase, elle se décompose avec une première voilà, explication un peu plus détaillée que celle qui a été donnée aujourd'hui sur l'addiction, avec pas mal de petites vignettes aussi de Bernard Antoine en vidéo qui expliquent en fait sur chaque symptôme qu'on peut ressentir, sur chaque idée qu'on peut avoir sur l'arrêt du tabac, voilà, la façon de reconsidérer les choses. Donc c'est très important voilà, d'avoir finalement par rapport à des idées préconçues qu'on a et qui peuvent finalement nous conditionner à l'échec, d'avoir ces explications d'un expert qui vont vous montrer pourquoi non, la prise de poids n'est pas un automatisme dans l'arrêt du tabac, pourquoi non, c'est pas, on n'est pas condamné à rechuter, pourquoi non, c'est pas si difficile que ça de modifier son comportement. Et puis, il y a aussi dans cette phase 1 des activités qui vont vous montrer que vous pouvez arriver à éteindre ces fameuses cloches dont parlait Bernard Antoine. Et puis Donc, des on va stratégies qui seront données. C'est-à-dire que dans ce voilà. programme, on donne aussi beaucoup de conseils, de stratégies. Au début, il y a 2 semaines, de sevrage chimique. Et donc, on explique comment faire pour tenir bon ces 2 semaines. Voilà, donc ces stratégies, elles sont préparées avec dans la phase de voilà de préparation un petit à l'appui d'un petit carnet d'ailleurs des consommations tabagiques, une prise de conscience des consommations machinales, le repérage des situations ou des émotions qui vont vous donner envie de fumer, et puis derrière le fait de pouvoir se reconditionner à sortir de cet automatisme et passer à une autre façon de vivre ces situations qu'en fumant. On va aussi vous préparer à faire face aux symptômes de sevrage pour qu'il n'y ait pas une crainte au moment de l'arrêt sur la façon de gérer ces symptômes de sevrage, en prévoyant à l'avance quelques techniques et stratégies particulières pour faire face au sevrage. Et puis, en phase 2, ça va être la phase d'arrêt proprement dite. Donc, cette phase d'arrêt, comme l'indiquait Bernard Antoine, il y a 2 semaines environ, on va sentir le manque de la nicotine, donc qui est une phase particulière. Mais c'est aussi une phase où on doit être en mesure de couper tous ces automatismes. Et donc, la phase de préparation aura justement permis d'arriver à le faire et de se donner confiance en soi pour le faire. Et puis, la phase 3, qui est la plus importante, le maintien dans l'abstinence, bah, c'est tout ce qu'on va pouvoir vous conseiller pour gérer un certain nombre de situations qui pourraient vous donner envie de replonger ou d'émotions. On sait que le stress peut voilà, facilement occasionner la rechute, par exemple. Donc, il y aura tout un accompagnement psychologique aussi pour avoir des stratégies sur ce qui vont éviter en fait voilà, de se remettre à fumer. Et donc, l'accompagnement de nos psychologues dans cette phase est particulièrement important aussi. Donc finalement, ce programme, donc il est sur une durée en 7 à 8 semaines, vous aurez fait le tour du programme. Mais bien évidemment, on vous accompagne ensuite à la demande avec sur plusieurs semaines pour vous aider à se maintenir dans l'abstinence et pouvoir revenir vers nous si vous avez des questions ou des problématiques. Donc là, on vous a mis le détail un petit peu des étapes et des activités qui sont proposées dans ces étapes. Donc vous voyez que bon, on démarre par un bilan assez détaillé pour analyser votre dépendance, analyser aussi toute l'histoire, votre histoire avec le tabac, comprendre un petit peu voilà qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez déjà rechuté, quel type de technique vous avez utilisé, et puis assez vite on va passer donc à l'action avec des activités motivationnelles. Est-ce que c'est le bon moment pour arrêter? Ben, si vous allez dans cette étape du programme, vous découvrirez la réponse, qui vous étonnera peut-être. Ensuite, donc, faut savoir que dans ce programme, on traite aussi de l'arrêt du vapotage. Donc, les personnes qui sont des vapoteurs, et on sait que ce vapotage est souvent aussi une addiction, quelquefois avec des effets encore plus importants d'addiction comportementale et des personnes qui vapotent en continu, bah, le vapotage est traité aussi dans le programme. Donc, vous Voilà, ce soyez programme, il s'adresse aux fumeurs, aux vapoteurs et aux vapofumeurs. Et le programme, il est quand même assez proche parce que pour sortir de la cigarette électronique, c'est à peu près la même chose que pour sortir de la cigarette fumée, sauf qu'il n'y a pas effectivement de combustion, mais on retrouve quand même les mêmes processus, même si dans la cigarette électronique, on a des gens qui vapotent toute la journée et qui auraient vapoté dans des situations dans lesquelles ils n'auraient pas fumé. Donc c'est encore pire.
Donc les carnets, les activités qu'on va vous proposer seront aussi adaptées au vapotage avec des activités spécifiques de déshabituation quand on parle de vapotage plutôt que de fumer. On a une étape donc qui est dédiée sur tout ce qui est idées reçues sur le tabac, sur la façon de prendre aussi conscience de toutes ces consommations à travers un carnet des consommations, et puis de commencer du coup à modifier les différents comportements qu'on peut avoir au quotidien. Ensuite, on passe à la phase d'arrêt complet, hein. Donc, fumer sa dernière cigarette, c'est aussi quelque chose qui a un sens dans le programme. C'est un acte solennel en quelque sorte, et on l'accompagne aussi, voilà, d'autres propositions pour prendre date de cette date de l'arrêt, notamment, voilà, donc écrire une lettre qui par exemple. matérialise finalement votre motivation et où vous dites adieu finalement à cette dernière cigarette avec tout ce que ça comporte en termes de motivation nécessaire. Et puis, par la suite, comme le disait Bernard Antoine, on va beaucoup travailler sur les stratégies pour gérer les symptômes de craving et qu'on va pouvoir mettre en place dans la suite du programme sur le maintien de l'abstinence. Également, donc, anticiper ce qui peut se passer derrière. Pourquoi on parle d'ex-fumeurs et pas de non-fumeurs? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour rester dans cette situation d'ex-fumeur? Et puis, donc, différentes stratégies voilà, qui vont permettre de ne plus fumer dans la durée. Alors, ce parcours, il est personnalisé puisque, comme je vous le disais, l'idée, c'est, même si les techniques sont communes, c'est vraiment de prendre en compte votre situation personnelle et également, bah, voilà, vos résultats propres sur chaque activité. Donc, sur chaque activité, vous avez des feedbacks, des bilans personnalisés où on va vous tenir compte de vos retours pour vous proposer soit de nouveaux exercices, soit de nouveaux conseils en fonction du succès ou des difficultés que vous rencontrez tout au long du programme. Si on reprend, donc, on a également mis dans ce programme Terra Tabac un parcours secondaire qui est un parcours de remise en forme physique. Pourquoi? Parce que bah, souvent les fumeurs sont un peu moins sportifs parce qu'il y a des problèmes de souffle qui découragent un petit peu de pratiquer l'activité physique. Donc on a un parcours complet d'activité physique qui vous est proposé sans matériel, avec des efforts très modérés puisqu'il s'agit d'y consacrer 15 à 20 minutes maximum par jour. Et donc, pareil, un programme personnalisé puisqu'on évalue votre niveau au départ. En fonction de votre niveau, on vous met dans un parcours plus ou moins difficile à suivre. Et puis souvent, bah, les personnes nous disent bah, que ça les a bien aidées à se remettre au sport quand elles en étaient arrivées à ne plus être très sportives. Donc, si en termes d'outils, comme je vous l'ai expliqué, on a pas mal d'activités à base d'un petit carnet qui permet de finalement de se concentrer son attention sur ses consommations et de comprendre en fait un peu ce qui se joue dans les consommations. C'est un point de départ dans l'analyse et au fur et à mesure du programme, quand on va vous proposer des stratégies à appliquer pour justement éteindre ces cloches qui conduisent à fumer, où on va vous donner des carnets où à chaque fois vous pourrez rendre compte de l'efficacité de ces stratégies. Il y en a plusieurs, voir lesquelles fonctionnent pour vous, lesquelles ne fonctionnent pas, et puis progressivement comme ça avancer dans le programme et sur la gestion de vos envies. Donc, on va passer à la suite. Donc, on a, comme je l'ai indiqué, un suivi par des coachs psychologues et addictologues. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir suivre des webinars et des ateliers pratiques en direct avec ces psychologues et addictologues qui vont répondre à toutes vos questions et qui vont vous aider à arrêter. Alors, il y a il y a une grande variété d'ateliers proposés. Ça peut concerner des activités de relaxation, des activités de gestion de craving, des activités sur la prise de conscience des émotions. Donc, il y a pas mal voilà, de propositions que vous pourrez suivre en parallèle si vous souhaitez avoir ces échanges directs. On a aussi donc un côté défi dans le programme hein, qui vise une fois qu'on a justement installé des nouvelles habitudes à les pérenniser au quotidien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut venir en relais en fait par rapport à l'apprentissage du parcours principal. Et vous avez aussi des activités libres qui vous sont proposées qui
qui sont des compléments, des exercices qui peuvent être un peu à la carte en plus du programme et où vous pouvez aussi refaire, si vous avez apprécié certaines activités du parcours, refaire ces activités dans ces activités libres. Alors, donc, comment démarrer le programme Terra Tabac? C'est très simple. Suite à cette conférence, vous allez recevoir un mail avec un lien vers un formulaire d'inscription au programme. Donc là, vous avez le lien qui est indiqué. Donc ce lien, il est sur notre site Terra Tabac. C'est une page dédiée pour cette action MGAS. Et donc, bon, juste une petite précision, vous verrez qu'il y a un champ date, il faut renseigner votre date de naissance. Voilà, pour être très clair, c'est pour vérifier simplement que vous êtes bien majeur. Suite à à votre inscription, vous allez directement pouvoir bénéficier gratuitement, puisque le programme est offert par la MGS, du programme, donc qui dure, comme je vous l'ai indiqué, 2 mois proprement dit sur le programme, et on l'a ouvert pour vous pour 6 mois, pour que vous puissiez continuer à interagir au niveau des webinars, avec les coachs si vous avez dans la phase de sevrage des questions, pouvoir refaire des activités. Donc, le programme vous est ouvert pour une durée totale de 6 mois. Et donc, il vous est aussi offert, dans le cadre de ce programme, un entretien individuel avec un psychologue. Et donc, bien sûr, il y a un code d'activation que vous devrez renseigner dans cette page, qui vous est actuellement communiqué dans le chat par Camille Bigény, et qui vous permettra justement de vous inscrire gratuitement sur le programme. On a aussi, si vous rencontrez des difficultés, une adresse mail, un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre. Et puis, on espère vous retrouver nombreux pour cette aventure de l'arrêt du tabac. Merci, Anne-Dominique. Eh bien, écoutez, je suis disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, vous pouvez y aller. Donc, n'hésitez pas. Merci, Anne-Dominique, pour cette présentation de Terra Tabac. Et je pense qu'elle a été assez complète. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une intervention d'un autre intervenant de... Vous avez la parole, monsieur Bernard. Oui. Vous m'entendez? Alors, là, pas très bien. Allez-y, parlez. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, oui. Oui, bonjour. Je vous appelle Bonjour. de Montpellier. Je suis un très ancien fumeur. J'ai 71 ans. J'ai D'accord. commencé à fumer, je devais avoir l'âge de 14 ans. Et j'ai fait beaucoup de tentatives, jamais sans réussite. Et j'ai toujours peur de commencer un sevrage en me disant que je n'allais pas y arriver. Et j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, ça, je me sens quand même motivé et j'ai besoin d'assistance, d'aide et je compte sur vous. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, je vais m'inscrire sur votre site. Alors, vous savez, si je peux vous rassurer, vous savez, il y a assez peu de fumeurs qui n'ont pas peur d'arrêter de fumer. La plupart des fumeurs, ils ont peur. Ils ont peur pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à la difficulté qui les attend, mais qui sont liées aussi par des pensées incroyables, et notamment celles qui consistent à penser que sans tabac, on n'arrivera pas à vivre et que tout se passe comme si on abandonnait quelque chose qui faisait partie de son identité. Vous avez 50 ans, enfin si j'ai bien entendu, vous avez 50 ans de tabagisme, donc c'est-à-dire que depuis, enfin, vous avez passé plus de temps de votre vie à fumer qu'à pas fumer, et ça crée au bout d'un moment, vous finissez par croire qu'en arrêtant de fumer, vous n'allez pas pouvoir vivre, quoi. Et c'est quelque chose qui est très paniquant. Et donc, tout ce programme, il vise à vous aider aussi de vous débarrasser de tous les mensonges que vous entretenez, enfin, qu'on entretient en tant que fumeur. Et c'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on est débile ou qu'on n'a rien compris. C'est parce que on est dans un piège psychologique et cognitif qui est vachement puissant, quoi. Et donc, se faire aider, c'est pas idiot parce que c'est l'idée, c'est encore une fois, c'est pas d'arrêter de fumer, mais c'est de faire pour reprendre le mot qu'utilisait Anne Dominique, j'aime bien, c'est le mindset, quoi. C'est dans le bon état d'esprit. Et si vous êtes dans le bon état d'esprit, il y a moyen d'y arriver, j'allais pas dire facilement, mais de manière fluide, sans monter au plafond, quoi. Et ça fait plaisir de savoir que on peut le faire assez facilement. Eh bien, je vous remercie.
Nous avons une question de Marie sur les substituts nicotiniques. Est-ce que le programme peut fonctionner sur ce type de produit? Moi, je ne suis pas du tout contre les substituts nicotiniques, mais je vous explique. Alors, j'ai écrit plusieurs bouquins sur le tabac et j'explique ça souvent. Rien que déjà, le nom qui est donné, il est faux déjà. C'est pas des substituts nicotiniques. Si vous allez à la pharmacie pour acheter ce qu'ils appellent des substituts nicotiniques, ce ne sont pas des substituts nicotiniques, c'est de la nicotine. Bon, voilà, la méthadone, c'est un substitut à l'héroïne, d'accord, mais les substituts nicotiniques ne sont pas des substituts. Ils ont utilisé ça pour bénéficier de l'aura des programmes de substitution et se faire rembourser par la sécurité sociale. Mais c'est pas un produit dont il faut attendre quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a des gens, ça les rassure. Alors moi, je suis pas contre. Si vous achetez des substituts nicotiniques et que, alors c'est pas très bon, hein, je sais pas si vous en avez déjà pris, hein, c'est très très acide, c'est pas très très sympa. Bon, le risque d'en devenir addict, dépendant, est très faible. Alors, il y a des gens qui en deviennent dépendants, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 10%. Donc, si Oui, c'était vrai. Bernard, la question de la personne, pour la repréciser, c'était je suis accro aux substituts nicotiniques. Ah, Est-ce que le pardon. programme peut fonctionner pour Ah, moi? pardon. D'accord. Sous-entendu, est-ce que le programme peut m'aider finalement à me débarrasser de cette addiction aux substituts Bah, nicotiniques? le programme, il est surtout adapté pour les fumeurs. Si vous fumez pas et que votre addiction ne concerne que la nicotine, alors je ne vais pas vous dire de ne pas suivre le tabac, mais vous n'allez pas y trouver forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément votre demande. Il n'y a pas vraiment d'addiction dans la. Alors c'est un peu embêtant, c'est vrai, Moi j'ai des patients qui viennent me voir parfois qui disent, voilà, je suis addict à la nicotine, je bouffe de la nicotine toute la journée. Il n'y a pas vraiment d'addiction, c'est surtout une dépendance, c'est un peu comme les gens qui boivent du café, qui en boivent trop. Malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle pour ça, c'est une espèce de dépendance. En fait, la nicotine, c'est un psychostimulant. Donc en fait, vous l'utilisez pour vous exciter, en fait. Et vous êtes devenu un peu dépendant de ça. Mais je ne pense pas que Terra Tabac vous aidera tellement à vous débarrasser des substituts nicotiniques. Ça, il faut plutôt passer par une phase de sevrage purement chimique. Le Terra c'est surtout pour vous aider à arrêter de fumer avec une démarche comportementale. Et là, il n'y a pas tellement enfin, il n'y a pas tellement de lien avec une dépendance comportementale. C'est une dépendance purement chimique. Bon, malheureusement, à un moment donné, il faudra arrêter de prendre vos substituts nicotiniques et puis d'avoir peut-être d'autres types de produits que votre médecin pourra vous conseiller pour pouvoir pallier la substitution nicotinique. Je ne sais pas si j'ai répondu à Alors, la je question. vais peut-être adresser la question de Colline qui indique, sachant que l'addiction est psychologique, un seul entretien avec un psychologue, est-ce suffisant? Moi, j'y crois pas à ça. Non, je crois pas. Je pense qu'un fumeur, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'un accompagnement thérapeutique sur plus d'une séance. Alors, vous avez des gens qui sont très très prêts à arrêter de fumer, dans lesquels une séance peut suffire, peut-être. Ça m'est déjà arrivé. Mais la plupart des fumeurs, c'est pas ça. Ils ont besoin d'un accompagnement. Et moi, je fais ça avec un accompagnement. C'est comme Terra Tabac, hein. Je fais ça sur la durée, parce qu'il y a tout un processus de maturation psychologique. Le fumeur, il a besoin de prendre son élan et une seule séance, moi, j'y crois pas beaucoup, hein. Oui, Ça oui. peut. Alors là, je pense que ce que relevait Colline, c'était que dans le cadre du programme, ce que j'ai présenté, c'est qu'il y a un entretien. Mais en fait, cet entretien, si vous voulez, il vient en complément Ah d'un oui, programme ah oui, qui, lui, d'accord. en fait, reproduit Voilà. finalement une bonne partie de ce qui vous serait communiqué dans le cadre de séances. Si vous alliez voir Voilà. un addictologue pour arrêter de fumer, il ferait ça probablement en 6 ou 8 séances. Voilà. Mais justement, l'intérêt du programme, c'est de vous donner cet accompagnement au jour le jour dans le cadre d'un programme personnalisé en ligne. Donc, effectivement, nous, on a maintenu quand même beaucoup de possibilités d'entrer, d'avoir des échanges avec les psychologues du programme, puisque vous pouvez écrire des messages aux psychologues dans le cadre du programme. Donc, elles vont vous répondre par écrit. Vous pouvez aussi participer aux webinaires qui ont lieu chaque semaine. Vous pouvez, donc, il y a cette séance individuelle qui est prévue. Mais si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme en ligne, finalement, il reprend dans ses consignes, dans les vidéos de Bernard Antoine, dans les bilans qui vous sont faits, il reprend toute une partie de ce qui serait fait normalement dans le cadre des séances, en fait, hein.
Donc, c'est vraiment une transposition d'une méthode qui, normalement, se passe effectivement traditionnellement sur plusieurs séances dans un programme en ligne personnalisé. Et on a maintenu ce côté humain du recours au psychologue uniquement pour finalement traiter des difficultés qui finalement ou faire un approfondissement qui ne serait pas traité dans le programme. Mais en soi, c'est pas. On a des personnes qui suivent le programme sans avoir d'entretien. Après, si vous souhaitez par la suite prendre plus d'entretien, c'est possible aussi. C'est pas dans le package qui est offert par la MGS, mais vous avez aussi l'option de souscrire après à des achats d'entretien avec un psychologue pour des prix de l'ordre de 35 euros, donc bien moins cher qu'une consultation classique de psychologue en ville. Et c'est pour ça qu'on a mis pas mal de vidéos dans le programme, parce que c'est justement pour pallier une relation thérapeutique one-to-one, quoi. Enfin, comme si vous alliez voir un thérapeute. J'ai essayé, on a fait beaucoup de vidéos dans lesquelles ce que je vous dis par vidéo, c'est ce que je vous dirais si j'étais devant vous. Et je pense que ça fait du bien. Enfin, je veux dire, le fumeur, il a besoin d'entendre que c'est super possible d'arrêter et puis d'être motivé. Et j'espère que ces vidéos, elles sont de nature à faire ça et vous allez y trouver, à mon avis, des moyens aussi de vous déstresser et d'avoir confiance, quoi. Parce que c'est une question de confiance, en fait, avant tout, hein. Mm. Donc, dans ce Je- programme, il y a une cinquantaine de vidéos de Bernard Antoine et en complément, toutes ces interactions humaines directes pour compléter les activités avec les psychologues cliniciennes de notre équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous voyez apparaître à l'écran un sondage de fin de session. Ça ne vous empêche pas, si vous en avez encore, de poser vos questions, bien sûr, soit en prenant la parole directement, soit en accédant au chat. Et donc, bah, si vous pouvez effectivement répondre à ces deux petites questions, ça permettra bien sûr de continuer à évaluer voilà, l'intérêt de ces webinars et on espère en tout cas vous avoir donné envie d'arrêter de fumer ou de vapoter et de vous retrouver bientôt pour cet accompagnement sur le programme. Vous ne prenez aucun risque de vous inscrire au programme Terra Le seul risque que vous prenez, c'est de devenir libre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Un joli mot de la fin. Bon, en tout cas, un grand merci à tous, un grand merci de votre participation. Merci à toi. Euh, merci à Maître Coaching et Terataba de cette intervention. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous écrire à la mutuelle. Vous pouvez juste passer la slide suivante à l'adresse mail prévention@mgs.fr si jamais vous avez des questions D'accord? Non, sur ce non. webinaire ou sur l'inscription Attends, il était en haut. au programme. Oui, il doit y avoir une slide encore La derrière. dernière slide, s'il vous plaît. On est en train de la chercher. C'est Euh, la La slide dernière, suivante. normalement. ben non, ça marche. Attends. Voilà, donc en tous les cas, merci à tous. Voilà. N'hésitez Ah, pas tu l'avais à nous trouvé. contacter si vous avez des questions. Voilà. On était arrivé à la trouver. Voilà. Merci, bon après-midi à tous. Merci à vous. Merci N'hésitez pas beaucoup. à répondre au petit questionnaire, au petit sondage de fin et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci attention. à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Camille.